Bonjour tout le monde, mon nom est Benjamin J. Allard, il et lui. Et je suis en direct de Radio Hall, festival du centre Diamond qui se trouve sur un territoire autochtone non cédé, notamment celui de la nation algonquine Anishinaabe. Nous sommes réunis aujourd'hui autour du thème de la multidisciplinarité dans le cadre ou dans un cadre radiophonique et je suis accompagné de deux personnes fantastiques. D'abord, Marie-Hélène Leblanc. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Alors Marie-Hélène, tu es directrice et commissaire de la galerie UCO à l'Université du Québec en Outaouais et depuis 2019, vous produisez un balado qui accompagne chacune de vos expositions. Exact. On va en parler davantage aujourd'hui. Avec on a plaisir. 1 heure au complet pour parler de ça. Vincent de Repentigny, bonjour. 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 Deuxième invité, alors co-directeur général du Théâtre Prospero et ancien co-directeur du OFTEA. Et au OFTEA, vous avez réalisé de 2018 à 2021 le projet Off Radio, qui était un lieu d'échange et de rencontres radiophoniques accompagnant le festival du OFTEA. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, nous sommes devant public pour ce deuxième panel du volet professionnel du Festival Radio Hall. C'est une première occasion pour se réunir entre collègues pour réfléchir à la radiodiffusion. On va parler pendant environ 1 heure et puis il y aura un moment pour les questions par la suite. Et pour les personnes qui ne me connaîtraient pas nécessairement, j'ai produit et réalisé Radio Atelier, l'émission des travailleurs et travailleuses culturelles au CIBL 101.5 et c'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, on va commencer la conversation aujourd'hui avec une conversation très, très générale, une question d'introduction. Je me demande quel type de spectateur ou spectatrice ou d'auditeur, auditrice vous êtes, puis comment ça influence le type de programmation que vous aimeriez créer. Marie-Hélène, à la Galerie UCO, vous êtes intéressée à la production et à l'édition de savoirs sur l'art contemporain. Donc, qu'est-ce qui t'attire dans cette partie de votre mission-là? D'abord, peut-être pour réfléchir sur quel type d'auditrice je suis, je pense que ce qui m'intéresse quand j'écoute la radio, c'est d'abord le contenu. Je cherche à être d'abord informée, et sinon, c'est l'expérimentation. Donc, je pense que les balados à la Galerie UCO représentent peut-être un peu ça. C'est-à-dire que nous, quand on a développé notre stratégie éditoriale, donc on voulait produire des publications, on s'est rendu compte que ce qu'on commençait à faire avec avec le balado était concordant, c'est-à-dire que c'est à la fois de la production et de la diffusion de savoir. Il y a aussi toute une réflexion qu'on a eue sur le collectionnement, parce qu'on n'a pas de collection d'œuvres d'art à la galerie, et on cherchait à développer une forme d'archive, donc une forme de savoir autre, de collection, mais collection de paroles d'artistes, je dirais. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a développé les balados, comme on a développé nos publications. En fait, c'est comme deux façons de diffuser de l'art, de produire des savoirs. Puis, avec le temps, au début, c'était davantage tourné vers la parole à l'artiste, au commissaire, au théoricien de l'art. Et avec le temps, surtout en pandémie, c'est devenu un espace d'expérimentation. Donc, il y a des œuvres qui ont pris forme, en tout cas du moins une, et on vise à expérimenter avec la forme audio dans l'avenir. Génial. Et puis, Vincent de Repentigny, le festival OFTEA, c'est un festival qui ose mettre de l'avant toutes sortes de manifestations artistiques hybrides. Et le projet Off Radio était tout aussi multidisciplinaire. Alors, qu'est-ce que tu recherches, toi, quand tu crées une programmation ou quand tu vas assister à une programmation? Bien, je pense que notre objectif derrière ça, le FTA donc, présente différentes disciplines, comme tu disais, là, théâtre, danse, performance, tout ce qui est art vivant, vraiment au sens large. Puis notre désir, c'était de voir comment, qu'est-ce qui se recroise entre les artistes, mais aussi hors du champ artistique. Donc, le choc, l'idée de faire se rencontrer aussi des langages, des secteurs qui n'ont pas l'habitude de se parler habituellement. Il y avait derrière cette envie-là de la offre à tous de dire, on a un endroit durant le festival, en événementiel, où il y a l'excitation et le désir de pouvoir se frotter à autre chose. Donc, tout ce qui était déjà existant dans le festival, quand on a commencé, en fait, l'idée, c'était de se dire, il y a des discussions en parallèle des spectacles, il y a des conversations post-spectacle. Comment on fait pour garder une trace concrète, en fait, de ce... Donc, ça recoupe un peu ce qu'on disait
disais sur l'idée de l'archive, mais l'idée c'est d'archiver, pouvoir conserver aussi un peu ces savoirs-là, ces connaissances-là, dans un format aussi où autant des gens au niveau local, national, international pourraient l'écouter, parce que le FTA se passe durant le Festival Transamérique, qui est donc aussi une portée, un rayonnement international. Donc on se disait, ben, c'est une façon de faire entendre, de faire voir et entendre les œuvres d'un côté, puis de l'autre côté aussi les démarches, les pratiques, puis comment ils résonnent avec des économistes, des penseurs, des chercheurs aussi en parallèle. Donc je pense que c'est cette idée-là de la rencontre, du choc, de l'archive qui était un moteur initial. Puis un peu de la même façon, ben, à travers le processus, à travers les 4 années, on a fini par changer un peu le format aussi, puis de voir comment, au-delà de l'enregistrement standard, un peu ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être la trace d'un festival, quelle forme sensible ça peut prendre aussi. Puis je pense que quelque part, ben, la pandémie a une influence, on en reparlera certainement, mais a eu une influence aussi sur comment utiliser ce médium-là à travers un contexte festivalier. Ben oui, parce que pour moi, faire de la radio, c'est avant tout une question d'équipe. Hein? Si on fait pas, c'est rare qu'on fait de la radio seul, même si on fait un balado de conversation, on est avec quelqu'un, puis c'est au fil de ces rencontres-là, de cette curiosité qu'on se développe, comme auditeur aussi, on va être surpris par ce qu'on fait. Donc, ouais, je serais curieux un peu de vous entendre justement de votre pratique d'auditeur. Hein? Est-ce que vous écoutez parfois des balados puis vous dites, ah, ça c'est quelque... Comment avez-vous l'oreille curieuse? Mais c'est drôle parce qu'on en parlait rapidement juste avant le début de l'enregistrement, mais pour moi, la radio a toujours fait partie de ma vie. Donc, c'est vrai que je suis déjà un auditeur de radio, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. La balado a une fonction un petit peu différente, c'est-à-dire que la radio est quelque chose qui t'accompagne sans que tu l'aies choisi. La balado, c'est un endroit où est-ce que tu vas aussi chercher, puiser des fois des idées, des connaissances, des besoins, répondre à des questions. Donc, il y a comme, ou même suivre une histoire, mais il y a comme une relation assez différente aux deux. Je pense que le balado me permet souvent, en fait, de prendre un intérêt ou un champ, puis d'essayer d'aller l'amener à un autre endroit. Fait que c'est comme une relation un peu différente aussi. Je suis assez d'accord. En fait, la radio qu'on connaît, pour moi, j'ai commencé à... Je suis devenue vraiment auditrice de radio avec Macadam Tribu. C'était vraiment un rendez-vous, puis c'est vraiment là où j'ai développé... ça faisait partie de mon quotidien, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait l'émission, c'était comme un rendez-vous. Donc, et à partir de là, j'ai vraiment écouté la radio de façon presque religieuse. Mais effectivement, à la radio traditionnelle, on va découvrir des choses. On ne sait pas nécessairement... c'est rare qu'on syntonise la radio à un moment précis pour une émission précise. C'est plus, ça fait partie de la vie quotidienne. Tandis que pour le balado, je trouve que, en tout cas dans mon cas, c'est beaucoup... un choix, c'est-à-dire que je vais choisir le balado en fonction des références dont j'ai besoin ou je cherche de l'information. Dernièrement, je voulais avoir de l'information sur les jardins de Métis. J'ai écouté leur balado. J'ai découvert de l'information sur l'histoire des jardins. Donc, pour moi, le balado, je le considère aussi comme une forme de contenu de référence, en fait. Ben oui, puis c'est également, on rentre aussi peut-être dans la technique marketing. Alors, comment on fait un contenu qui va intéresser des gens? À la Galerie UQO, vous avez des artistes qui présentent et il y a ces balados-là qui accompagnent. Donc, on veut s'intéresser à l'artiste, on va cliquer sur le balado, on va l'entendre parler, la réflexion. Au OFTEA, vous avez aussi des artistes qui peuvent attirer certaines choses, mais vous avez aussi des conversations. Je serais peut-être curieux, là, avant qu'on passe au deuxième sujet, de ces stratégies-là, justement, de création de contenu, peut-être? Bien, je pense que dans le OFTEA, comme je disais, c'était vraiment un enjeu de perte de savoir. En fait, on réalisait qu'il y avait tellement d'endroits où nous, on avait accès comme comité artistique à la source même des réflexions des artistes et que le spectateur moyen restait... et c'est très bien, là, mais restait vraiment avec l'objet artistique. Puis on se disait, c'est quelqu'un qui a envie de pouvoir aller juste l'étape suivante, il y a là quelque chose d'assez assez précieux. Donc, c'est comme aussi, je pense, le contexte festivalier fait en sorte que il y avait une conversation constante entre l'objet artistique, donc le spectateur qui va au spectacle et qui en sort, mais aussi une porte d'entrée pour, comme je disais, pour des gens qui sont dans des champs autres. Donc, on essaie de tisser aussi des liens dans les conversations entre des secteurs
secteurs ou des œuvres du festival qui avaient des thèmes ou même des tout petits points, des fois, de jonction, pour permettre, quelque part, que, soudainement, ça ouvre à un secteur, un département, des gens qui ne sont vraiment pas liés directement à cette envie-là. Ça reste plus quelque part discret qu'une radio traditionnelle, mais ça permet aussi d'approfondir, d'aller plus loin aussi, sans être limité par un format. Parce que si on parle aussi des contextes marketing, c'est sûr qu'une radio va souvent, dans une entrevue, à moins qu'on ait la chance d'avoir vraiment beaucoup de temps pour élaborer, on est souvent dans des formats assez courts, bien là, le balado nous permettait d'avoir aucune limite en termes de temps, puis de se donner vraiment aucune limite. C'est pas vrai, c'était pas des balados de 4 heures non plus, mais c'était de se donner une balise plus large, puis pouvoir aller plus loin aussi à travers ça. Mm-hmm. Ben, ouais, dans notre cas, je sais, la façon dont on génère on pense au contenu, ça a vraiment été à la base pour générer justement une forme d'archive, une mémoire en fait, des expos, mais aussi pour entendre la voix des artistes, ou des commissaires ou des gens impliqués dans notre programmation. Mais c'est aussi devenu un objet de collaboration, c'est-à-dire qu'on a collaboré avec la Galerie d'art de l'Université Carleton, avec le Hub Culture Savoir à la ville de Laval. Et puis c'est devenu comme un moteur de collaboration. Ça, je trouve que c'est vraiment riche. Et puis pour nous, c'est aussi devenu, on a vu en fait l'opportunité que ça devienne un objet d'éducation parce que c'est ça, on a travaillé entre autres avec des écoles, on va travailler avec des personnes aînées, puis on voit que c'est vraiment une façon d'entrer en contact avec une clientèle ou en fait des communautés avec lesquelles on a peut-être moins de contacts réguliers. Donc voilà. Bien, tout à fait. Puis ça me rappelle un peu, moi, quand j'ai commencé Radio Atelier, j'étais fâché, même, je pense, à un certain moment donné. J'écoutais Plus on est de fou, plus on lit, puis je me dis, hey, les artistes en art visuel, là, on lit, nous autres aussi. Pourquoi on n'est jamais invités à des endroits comme ça? Puis je parlais avec mes collègues, avec notre communauté, puis on ne se reconnaissait pas non plus dans la radio qui était faite à l'époque. Et j'ai décidé, en fait, de m'inviter à plusieurs projets. J'ai voulu devenir chroniqueur à Radio-Canada. Ils ne m'ont jamais pris. J'ai voulu m'impliquer dans d'autres projets comme ça. Il n'y a personne qui m'a pris. Alors, je me suis dit, ben, je vais être obligé de le faire moi-même. Et puis, je me suis dit, moi, dans mon projet de radio, je ne vais pas refuser personne. Si tu veux faire de la radio avec moi, tu vas avoir une place. Puis j'ai essayé de réfléchir à une radio communautaire qui est différente des projets que vous avez faits, mais une radio communautaire où tout le monde qui voulait participer pourrait participer. Puis c'est là que j'ai pensé à différents segments. Un segment création pour les artistes qui veulent créer, un segment chronique pour une personne qui veut arriver puis pendant plusieurs émissions réfléchir, puis un segment plus entrevue pour les personnes qui veulent vendre leur salade. Hein? Tu as un show, bon ben tu vas présenter ça. Puis même un segment de commissariat sonore où une personne qui voulait juste choisir 3 fichiers sonore puis nous envoyer ça, puis même pas être présent en studio. Donc, mais cet aspect-là de communautaire, de faire des collaborations, de rencontrer des gens, un prétexte aussi, hein, pour dire « Hey, j'aime ton travail, viens donc parler avec moi. » Un peu ce que je fais avec vous deux, là, aujourd'hui. Donc, c'est ça. Donc, oui, il y a vraiment une place, je crois, merveilleuse dans un espace de rencontre. Hein. On le dit souvent, des espaces de rencontre, mais je trouve que c'est un beau moment avec un micro. Mais je pense que tu soulignes une chose qui est très, très importante. En fait, c'est que en tout cas, je parle pour les arts visuels, mais je pense peut-être aussi pour les arts vivants, mais du moins, les arts visuels sont absents des médias traditionnels. Donc, je pense que de se générer comme ça d'autres espaces de diffusion, c'est super important, en fait. Puis on peut choisir nos collaborateurs et nos contenus. Je pense que ça touche, en tout cas, un élément aussi qui, en tout cas, pour moi, est super important, c'est qu'on... Quand on génère ces contenus-là, on devient aussi ce producteur de contenu, puis c'est assez différent aussi parce que soudainement, on devient aussi, bien, il y a plein d'aspects dont tu parlais sur le marketing, sur comment on rejoint les gens. Donc, ça devient un outil qu'on doit aussi, quelque part, mettre en marché dans la relation avec les autres. Puis moi, c'est toujours quelque chose qui m'interroge beaucoup, c'est-à-dire, c'est du contenu de qualité, puis on n'arrive pas toujours à l'amener à l'échelle, par exemple, d'une radio traditionnelle. C'est là où les deux coexistent, mais pour moi, ça pose toujours beaucoup cette grande question-là de comment on fait pour que les outils qu'on développe ne restent pas en vase clos, en fait, puis continuent à être capable de rejoindre un maximum de personnes. Puis dans ce que tu nommes, je pense qu'il y a comme ça double quelque part le travail, puis il faut pas sous-estimer ce que ça représente aussi.
Ben oui, en effet. Hey, je propose qu'on aille écouter quelque chose. Donc, tout au long de l'émission, je vous ai préparé des petits segments pour qu'on entende des courts extraits des émissions sur lesquelles on a travaillé, tout le monde. Donc, le premier extrait qu'on va entendre lors de ce deuxième panel du volet pro de Radio Hall au 106,5 FM. Je ne l'ai pas dit au début, donc je le redis maintenant. Donc, le premier extrait, c'est tiré de la série Galerie à l'école du balado de la Galerie UQO, et c'est l'épisode avec l'artiste Jennifer Lefort. Dans cette série-là, des élèves du secondaire sont invités à préparer et à conduire une entrevue avec l'artiste, et c'est pas juste du secondaire, hein, il y a également un balado qui a été fait avec des élèves du primaire. Du primaire, du collégial, de l'université aussi. Donc, des élèves. Oui. Donc, sont invités à préparer l'émission et à être présents. Il y a certains élèves qui sont présents également pour poser des questions à l'artiste. Et puis, dans l'extrait, on va entendre Jennifer Lefort qui nous parle d'inégalités genrées dans le milieu artistique, à la fois dans le marché de l'art, mais aussi par rapport à l'interprétation des pratiques. Et ça va jouer dans un instant. Puis là, il y a quelques années, de plus en plus, on voyait le rose dans les œuvres abstraites, si on fait un parallèle avec mon travail, là, d'hommes. D'ailleurs, ceux qui, aux enchères, ont vendu très cher, est-ce qu'on leur demandait si c'était leur côté féminin? Comment eux se sentaient par rapport aux couches de leurs petites sœurs, puis, tu sais, la peinture au mur, puis les pantoufles à leur mère? Non, personne. J'ai la question beaucoup moins souvent qu'avant, mais elle arrive pareil. Fait que ça change. On espère. Oui. Ah oui, il faut. Ben regarde, c'est des conversations comme ça. C'est le fait que toi, à l'âge que tu as, tu poses la question, qu'il n'y a personne dans 5 ans dans ton atelier qui va te le poser, puis que tu fais juste rouler tes yeux et répéter la réponse que tu répètes souvent. Tu vas juste leur dire, pourquoi tu me poses ça? Ouais. C'est important? Parce que là, tu le sais. Mais il y a des bonnes chances que dans 5 ans, on souhaite que la question niaiseuse ne soit pas posée. Plutôt, la question va être, c'est quoi le rose pour toi? C'est quoi le rose pour toi? Je trouve que c'est une super question. J'ai choisi cet extrait-là parce qu'il nous amène à réfléchir non seulement sur les questions qu'on pose aux artistes, Il y a de ces paysages qui nous habitent tout entiers. En 2020, au plus fort de la pandémie, j'avais rempli ma petite AVO5 de toutes mes possessions les plus chères et j'étais partie habiter à l'île du Prince-Édouard, dans une maison bleue en face de la baie de Summerside. Je me rappellerai toujours de mon arrivée à l'île. J'avais conduit pendant des heures à travers le Nouveau-Brunswick sans jamais pouvoir m'arrêter à cause des restrictions associées à la pandémie. J'étais épuisée. Quand j'avais finalement traversé le pont de la Confédération, mon cœur battait à toute allure. Le ciel était mauve. Sur alors une longue pute qui provoqua la première chute. Or c'était dit que tu inventé le premier radio breveté. Que tous ceux qui veulent des radios, plantent des radios qui soient hauts.
Alors un certain Marconi, qu'avait le compte de macaroni, se décida de lancer dans l'air quelque chose de plus vite que l'éclair. Quand il transmit le premier message, vu partout d'un tel tapage, qu'on crut que le diable avait parlé à ce savant qui renommé, que tous ceux qui veulent des radios, lancent des radis qui soient haut, haut, haut. Mais s'il vous faut le bonheur chez vous, vous faites bien mieux de planter des choses. Jusqu'alors c'était pas si mal, mais voilà chacun veut son cristal. Les amateurs de tous les toits se promènent partout comme des putois. À droite, à gauche, on lance des ondes qui s'abattent sur tous les mondes. Si bien qu'on ne peut plus dormir sans crainte de se faire étourdir. Que tous ceux qui veulent des radios lancent des radis qui soient haut, haut, haut. Mais s'il vous faut le bonheur chez vous, vous faites bien mieux de tenter des choses. On voit des hommes épris de malheur s'acheter un second haut-parleur comme si leur femme manquait de talent pour leur parler assez longuement. Aussi bientôt pour faire un mètre, on lance l'appareil par la fenêtre. Le mari préfère comme autrefois se faire chicaner par une seule voix. Que tous ceux qui veulent des radios lancent des radis qui soient haut, haut, haut. Mais s'il vous faut le bonheur chez vous, vous faites bien mieux de tenter des choses. Enfin, pour tout dire en un mot, rien n'est plus beau que de radio quand on s'en sert pour son plaisir, mais non pour rendre tout le monde martyr. Si quand vous perdez la centaine, décrochez vite de votre antenne et portez-la résolument chez votre cher bel moment. Que tous ceux qui veulent des radios